Aujourd'hui, j'interviewe Emma qui est infirmière et qui est aussi l'auteur du podcast qui s'appelle Paroles de blues et qui retrace le quotidien, les réflexions et aussi les difficultés du métier d'infirmière. On va parler de sa profession, de ses difficultés, de sa collaboration avec ses collègues médecins, de son podcast et de toute son aventure Paroles de blues. Restez bien jusqu'à la fin car elle vous a préparé une petite surprise, je vous en dis pas plus. Comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu, cette fois-ci c'est le jeu du Tu préfères. Tu préfères travailler avec énormément d'empathie pour tes patients ou avec plus aucune empathie? Ah! Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles et à me recommander des créateurs que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Emma dans ta première consultation. Salut Emma, Salut Anthony. ravi de faire ce podcast avec toi, merci beaucoup. Alors pour les auditeurs qui te découvriraient peut-être, tu es l'auteur du podcast Paroles de blues qui retrace le quotidien d'une infirmière à l'hôpital du coup. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. C'est moi. Alors, moi, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je donne un mot au début à mes invités pour qu'ils se présentent un petit peu Mhm. et ils essaient de broder autour de ce mot Ok. pour se présenter, inclus dans leur présentation leur profession et leurs activités annexes. Du coup, pour toi, ça c'est le podcast. Pour toi, future infirmière, il y a un mot qui me vient rapidement quand je pose aux infirmières, c'est le mot Mhm. dévotion. Qu'est-ce que ça t'évoque le Ah, mot dévotion? c'est pas un mot facile. Donc c'est pas facile. Dévotion. Ouais. Alors, dévotion. Alors, au tout début, ça m'a fait un peu. Il y a un peu l'idée de sacrifice dans dévotion. Je sais pas Hmm. si ça résonne pour toi aussi comme ça. Ouais. Donc, j'aimerais un peu le mesurer dans le sens où. Bah, il y a un peu un choix quoi dans notre profession où autant on aime ce qu'on fait, il y a quand même quelques sacrifices dans le sens où bah, c'est des horaires un peu atypiques, c'est des situations pas faciles. Donc en effet, ça demande une forme de dévotion et à la fois, il faut trouver un peu le juste milieu parce que je pense que si on est dans une totale dévotion, on dure pas. On dure pas, on dure pas dans le temps, ou alors si on dure dans le temps, on fait pas le métier comme il faut. Donc voilà, je dirais qu'il y a une certaine mesure à trouver dans cette idée-là. Mais je trouve qu'à côté de ça, il y a aussi l'idée de passion, Ouais, l'idée ok. d'aimer ce qu'on Oui. fait, d'aimer ce qu'on fait, de pas toujours compter ou d'être dans la mesure. Donc voilà, faut jongler un peu entre ça, voilà. L'idée d'y aller à fond, d'écouter ses ressentis et si on a envie d'y aller, on y va et en même temps de se protéger aussi. C'est un peu vague comme Ouais. question, mais j'ai pas eu un mot facile quand même, hein. C'est vrai que le mot émotion n'est pas évident. Mais je trouve que tu as fait Non. un bon horizon avec la passion. C'est vrai que ça ressemble pas non plus au sacrifice. C'est vraiment quelque chose qui est voulu Mmh. par passion. Et c'est quelque chose qui me vient régulièrement quand je pense au métier d'infirmière, du coup, qui Ouais. est une, une dévotion. Ouais. Et donc, ouais, comme je le disais, tu es infirmière. Comment ça t'est venu, toi, cette idée de se lancer dans cette profession et dans ces études? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Est-ce que c'est venu parce que tu aimais bien les sciences? Comment ça t'est venu? Bah, un peu tout ça. Je pense que déjà, je trouve la médecine hyper intéressante. Enfin, je pense que ça fera écho chez toi aussi. Le corps humain, je Bien trouve sûr. que c'est fascinant. Comment soigner les maladies, les traitements, les symptômes, deviner un peu ce qui se passe. Enfin, déjà, cet attrait-là, il est avéré. Et puis, je pense toute petite, j'avais toujours envie de faire un métier, enfin, attention, gros cliché, on ouvre les guillemets, utile. Bien Donc sûr. voilà, c'est passé par militaire, c'est passé par journaliste, c'est passé par médecin, maîtresse d'école. Et puis bah après au lycée, le goût pour la biologie, les matières scientifiques, un bac S, puis hop, plutôt bonne élève, donc allez, fac de médecine, et puis finalement pas assez bonne, donc pas école infirmière. Et puis ce que j'aimais dans l'école infirmière et qu'on ne met pas assez en valeur, c'est enfin si on le met en valeur, mais il y a aussi une autre dimension, c'est la pluralité d'exercices. On n'exerce pas qu'à l'hôpital, on n'exerce pas que dans le public, on ne fait pas que des pansements, des piqûres. Maintenant, les infirmières, enfin les infirmiers même, pardon, ont un rôle de conseil, d'éducation. On trouve des infirmiers à domicile qui font donc du soin, mais aussi des prestations auprès de matériel.
On trouve des infirmiers dans des CMP, donc qui font beaucoup d'écoute. Puis maintenant, enfin moi c'est le cas, c'était le cas quand j'ai fait mes études, donc ça remonte à, j'ai fait mon école en 2017, donc il y a quelques années, mais on parlait beaucoup de la recherche infirmière, euh, de ces infirmiers en pratique avancée, de ces super infirmiers et de la science infirmière. Et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en valeur. Et je suis arrivée un petit peu au moment où ça commençait un peu à se profiler. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est l'idée de se dire que je ne m'emprisonnais pas dans un métier et que je pouvais un Mhm. peu toucher à tout, au social, à la psychologie. Je pouvais aménager un peu mon exercice à ma vie et à mes envies. Et puis, ouais, me côtoyer tout un tas de milieux avec un seul diplôme, quoi. Et en ayant une sécurité de l'emploi aussi, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que Mm, les infirmières font rarement faillite, ouais, effectivement. Et toi, du coup, dans c'est sûr. de toutes ces branches, tu as choisi quelle Mm. spécialité? Moi, là, je travaille en réanimation. Je travaille chez les Grands Ouais. Brûlés. Donc, une réanimation un peu spécialisée, quoi. Ouais. T'as pas choisi le plus facile, du coup, hein. Non, mais c'est tellement intéressant. On pense à tort que c'est très spécialisé. Alors oui, ça l'est, mais ça touche à tellement de choses que finalement, je ne m'ennuie pas. Et Ouais. c'est vraiment c'est hyper enrichissant. On travaille sur ben, l'aspect physique, forcément, la plaie en elle-même. Il y a aussi tous les désordres physiologiques qui y sont associés. Et sans parler bah, de l'aspect psychologique en lien avec la réanimation, en lien avec l'accident, on travaille sur l'après, il y a l'aspect social aussi, l'entourage, enfin, c'est vraiment pluriel et enfin, je m'épanouis à fond là-dedans, quoi. Ouais, t'avais besoin d'une spé qui bougeait un peu pour pas t'ennuyer, j'ai l'impression, non? C'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Et peut-être que les auditeurs qui vont écouter ce podcast connaissent pas réellement les études d'infirmière. C'est comment? C'est Mhm. après il y a un concours et c'est 3 ans d'études, c'est ça? Je crois? Alors, à l'époque, là où, enfin, quand j'ai fait mes études, oui, c'était un concours, donc on s'inscrivait, enfin, les régions et les écoles proposaient des dates de Mhm. concours d'entrée aux écoles. Souvent, au sein d'une même région, c'était à peu près les mêmes dates pour limiter nos demandes. Et en fait, on s'inscrivait auprès d'une école, on passait le concours, donc on avait, je crois, un écrit sur des thèmes enfin, variés, c'était un commentaire de texte avec quelques questions. Et on avait les tests psychotechniques, donc des tests de logique pour voir un petit peu si on avait des qualités de raisonnement et de logique. Et puis ensuite, une fois qu'on était accepté, enfin qu'on avait passé cette étape-là, on avait un entretien motivationnel où on discutait autour d'un sujet qu'on avait tiré au sort. Et ensuite, eh ben, c'était comme un entretien d'embauche, quoi. Pourquoi vous choisirez-vous? Pourquoi vous ferez un bon infirmier? Quels sont vos projets, etc. Mais maintenant, je crois que c'est par Parcoursup. Et alors je ne suis pas en position de vraiment expliquer comment ça se déroule, parce que j'ai pas été confrontée à ça, mais je crois que c'est sur dossier. Et de ce que j'ai compris, ils regardent vachement bah, la lettre de motivation déjà, plus que le bac. Euh, et ils regardent aussi beaucoup les activités qu'on fait en parallèle. Donc, Mhm. activités sportives, associatives, tout ça rentre beaucoup en compte de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, une fois qu'on rentre à l'école, c'est 3 ans d'études. Donc, c'est reconnu comme une licence maintenant, les études infirmières. C'est un diplôme d'État, mais c'est aussi une licence en soins infirmiers. Et au sein de laquelle les études sont organisées en 50% de théorie, donc à la fac, avec des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques, et 50% de stage. Voilà, Ok, en gros. d'accord. Donc on a des cours de droit, des cours de psycho, des cours de bio, des cours de tout, des cours de pas mal Et, de choses. et si tu veux te spécialiser comme toi, du coup, c'est à travers les stages ou c'est après une formation supplémentaire? Comment ça s'organise pour la spécialisation? Alors, tu as des spécialités qui sont reconnues dans le sens où on a un diplôme pour les faire. Donc, je pense aux infirmiers puériculteurs, puéricultrices, qui travaillent avec les enfants. Donc, ça, je crois, de mémoire, c'est 1 an. Donc, pareil, c'est un concours, une école d'1 an.
Ok. Ensuite, on a pour les infirmières de bloc opératoire aussi, les IBOD. Et ça, je crois que c'est 1 an et demi. Pareil, concours, école. Et infirmière anesthésiste, de mémoire, c'est 2 ans. Pareil, concours, école. Il y a aussi les pratiques avancées. Ça, je crois que c'est 2 ans. Mais ensuite, si par exemple, enfin, après l'infirmier, quand on sort de l'école infirmière, on est infirmier en soins généraux. Et donc, du coup, on a un peu la base pour faire un petit peu de tout, mais pas en profondeur. Et ensuite, c'est un peu notre parcours à nous qui va faire qu'on va se spécialiser plus en réanimation, plus en psychiatrie, plus en cardiologie. Disons qu'à la fin des 3 ans, je n'ai pas les compétences pour travailler en réanimation, mais c'est le fait de travailler là-bas, d'être formé sur le terrain et d'avoir des petites formations annexes qui va m'aider à être efficace, mais disons que je n'ai pas une spécialisation en réanimation, quoi. J'ai pas un diplôme qui certifie que je travaille en réanimation. Ok, ouais, c'est en fonction des stages et des expériences professionnelles, du coup, que tu arrives à te Voilà, spécialiser dans un. Ouais. Ok, d'accord. tout à fait. Et donc, tu es diplômé depuis quelques années maintenant. J'imagine que tu as connu Mm. la période du. Covid, c'était ma dernière année, ma dernière année d'études, le Covid. Mhm. Ça s'est bien passé, ouais. Donc, Donc, ouais. Ah, c'était assez particulier dans le sens où, du coup, moi, je termine mon école au mois de juin 2020. mhm. Et le Covid, c'était mars 2020. Et en fait, juste avant, je faisais mon stage en réanimation. Donc, j'ai commencé à voir la réanimation s'aménager pour accueillir les Covid. Donc, on commençait à sortir tout le matériel, à évaluer combien on avait de respirateurs. On avait des gens qui venaient faire des tests sur les ventilations pour voir si ça pouvait coïncider avec l'exercice du Covid. En plus, on était en réanimation médicale, donc en fait, on avait surtout beaucoup de gens qui avaient la grippe, des décompensations respiratoires. Et en fait, on partait du principe qu'une décompensation respiratoire fébrile, donc avec de la fièvre, était un Covid jusqu'à preuve du contraire. Donc en fait, on a commencé à avoir des panneaux suspicion Covid en gros, donc on se regardait à nous dire ça y est, il est là, quittez-vous pour y aller. C'était très très bizarre, on a l'impression de passer dans une autre dimension. C'était personne ne savait trop comment le prendre. Enfin, c'était assez bizarre. Et quand j'ai fini mon stage, on a été confinés dans la foulée. Donc en fait, je suis vraiment partie avant que ce soit vraiment compliqué. Et après, donc on n'a plus eu cours. Je suis jamais retournée à l'école. On a eu tout par visio, puis c'était la période du mémoire. Donc à vrai dire, j'étais bien occupée. J'ai pas eu trop le temps d'y penser. Et puis, on a commencé à recevoir des mails de l'école nous disant que forcément, il y avait eu de plus en plus de cas de Covid dans l'hôpital dans lequel on était formés et que nos futurs lieux de stage commençaient eux aussi à se transformer en lieu d'accueil pour des patients Covid et que si jamais ils venaient à être en manque de personnel, on pouvait être appelé pour aller sur le terrain un peu plus tôt, avant nos stages, quoi. Et donc, du coup, on avait interdiction de rentrer chez nos parents, il fallait qu'on reste dans le périmètre de l'hôpital, il fallait qu'on soit joignable jour et nuit. Euh, et donc, du coup, moi, j'attendais patiemment. Je me suis dit, bon, quitte à rester dans mon studio, j'espère pouvoir être mobilisée et faire quelque chose, quoi, parce que Ouais, bien sûr. 20 mètres carrés, c'est très petit pour y passer 3 mois. Et puis, même, enfin, j'avais envie d'être dans le concret. Et on m'a appelé, je crois, 2 semaines après, pour être aide-soignante dans une unité Covid, en fait. Et c'était une expérience hyper riche, dans le sens où, en fait, on est arrivé sur un terrain qui était vierge de tout. On n'avait aucun protocole, on n'avait pas de matériel, on n'avait aucune consigne. Et en fait, d'un jour à l'autre, on crée nous-mêmes nos règles en disant, bon, si toi tu rentres dans la chambre, en fait, il faut que tu te changes parce que tu peux pas rentrer dans l'autre chambre et si tu as touché ça, ça peut pas ressortir. Enfin, en fait, on a commencé à créer des protocoles, des organisations de soins et, et c'était très enrichissant dans le sens où on était vraiment dans l'action et dans la réflexion de ce qu'on faisait. Donc, on n'avait pas peur. Enfin, je me souviens pas qu'on ait peur parce qu'on était vraiment dans une posture où on était en action tout le temps. Et on se soutenait vachement parce qu'en fait, avec nos collègues, on était les seules personnes qu'on voyait. Enfin, on ne voyait que nous, en fait. On voyait pas nos amis, on voyait pas nos familles, on voyait pas nos parents.
on ne se voyait que nous, en fait. Donc, je pense que ça... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'être dans ce mouvement-là, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose, attendre que ça passe. Enfin, non, pour moi, ça a été plutôt Ouais. aidant d'être dans l'action et dans le concret. Donc, t'en as pas un souvenir traumatisant du Covid en tant qu'infirmière, comme on a pu entendre à d'autres reprises? La première vague, pas tant à part le confinement en tant que tel, puisque le confinement, le fait d'être chez soi, de ne pas pouvoir sortir, de voir toute cette, tout ce sentiment d'oppression autour de soi, ça a été compliqué. Mais le fait d'agir a été plus facile. Par contre, la deuxième vague a été plus compliquée parce que là, j'ai été soignante Mm. et je me suis rendu compte vraiment des limites, surtout que j'étais dans un service où en fait j'accueillais des patients qui venaient des urgences et qui auraient dû aller en réanimation et qui en fait n'avaient pas de place. Mhm. Donc c'était des patients qui en fait auraient dû être intubés, mis dans le coma, mis sur le ventre et tout ça, sauf qu'en fait, bah, par manque de place, ils étaient dans mon service. Et moi, je travaillais de nuit, donc en fait, j'étais seule avec deux aides-soignantes à gérer des patients en détresse respiratoire, avec du matériel qui manquait, avec des médecins absents. Et ça, par contre, ça a été compliqué, ouais. Ok, d'accord. Ça a été plus compliqué. Ça m'étonne. Et donc, Mm. dans tes podcasts, on t'entend régulièrement parler des difficultés que rencontrent les infirmières dans leur quotidien, notamment le rapport à la Mhm. maladie, à Mm. l'acharnement thérapeutique. Je me souviens d'un podcast avec la mort aussi, enfin des difficultés comme ça. Ouais. C'est super intéressant. Moi qui suis vraiment très très éloigné aujourd'hui de l'hôpital, je trouve ça vraiment enrichissant en tant que pharmacien. Mais comment on fait en tant qu'infirmière pour surmonter du coup ce genre de difficultés? Est-ce que tu crois que ton podcast, c'est une sorte d'exutoire du coup pour recracher un peu toutes ces difficultés? Voilà. Et comment tu fais du coup pour faire face à tous ces problèmes-là dans ton quotidien? Et ben, j'ai créé un compte Instagram où j'écris. Ah, C'était c'est ça. vraiment une soupape, en fait. C'était Ouais. vraiment une soupape. Parce que j'ai créé donc Parole de Blues, qui est un compte Instagram à la base, bah, pendant cette deuxième vague, quoi. Cette deuxième vague de Covid. C'était compliqué, je trouvais pas de sens. Enfin, je ne trouvais plus ouais, de sens, je ne trouvais plus de logique en fait. Je me disais, mais en fait, ça fait 3 mois que je suis infirmière et déjà je me pose ce genre de questions, ça va risque d'être très très long. Donc, j'ai toujours aimé écrire et en fait, j'ai trouvé une sorte de, ouais, de catharsis là-dedans, à me dire que bah, en fait, tout ce qui se passe là-bas la nuit quand je suis de garde, bah déjà, il faut que ça sorte de l'hôpital parce que personne ne sait ce qui s'y passe. On entend plein de choses à la télé, aux infos, des gens qui parlent du Covid alors qu'ils sont avocats, journalistes, enfin bref, des gens enfin, qui ne côtoient pas ce qu'il s'y passe. Et j'avais très envie de le raconter, de montrer qu'il y avait des choses, certes difficiles, mais aussi des choses très belles. Et le fait de les mettre à l'écrit déjà me permettait de les poser quelque part, qu'elles ne soient plus dans ma tête, dans mon esprit, enfin, que ce soit un sujet de rumination ou de questionnement, et surtout de le partager, de trouver du réconfort auprès d'autres soignants, parce que ça a été ça aussi, de me dire que bah ah oui, en fait, ces questionnements-là, il y a d'autres soignants qui le partagent, il y en a qui ont trouvé des solutions. Euh, il y en a qui comprennent, il y en a qui accueillent. J'ai reçu parfois des messages de soutien, même de patients qui me disaient «Ah, et ça me rassure de savoir que vous pensez ça. Ça prouve que finalement, vous êtes tout aussi touché que nous par certaines situations.» Enfin, il y a une sorte de... C'est comme si... c'est pas comme un psy, mais genre, je dépose ça dans un coin, comme ça je me sens plus légère et ça me permet d'accueillir d'autres choses. Et si jamais c'est trop lourd, je viens les déposer, je, je regarderai ça plus tard et ça me permet de continuer en étant plus disponible. Ouais. Donc, ouais, moi je gère ça en l'écrivant. Mais après, libre à chacun. Il y en a qui vont boire des bières, il y en a qui rigolent avec des patients, il y en a qui vont faire du tennis. Moi j'écris, ça Non, mais marche bien. ouais, vraiment en soupape du coup, qui te permet de relâcher un petit peu la pression. Ouais. Et est-ce que tu estimes que, comment on dit, l'IFS, je crois, l'Institut pour les infirmières, c'est ça, hein, l'école,
C'est comme ça que ça s'appelle. L'IFSI. Ouais, IFSI, ouais, d'accord, Ouais, ok. l'IFSI. Est-ce que tu estimes qu'à l'école, du coup, vous êtes suffisamment formé pour faire face à ces difficultés-là, ou est-ce que justement, tu arrives dans le monde professionnel et tu te prends ça d'un coup dans la figure, et que c'est très difficile de faire la transition études à monde pro? À l'IFSI, on nous apprend, alors on nous dit très clairement que bah, on va avoir des situations pas faciles, Mm. que il y a on nous apprend, enfin on nous met en situation. Moi, je me souviens qu'il y a des partiels qu'on passait avec des acteurs qui jouaient des patients, qui jouaient un patient en colère, un patient à qui on venait de faire un diagnostic, et face auquel il fallait essayer de trouver les mots justes. Donc ça, c'est quelque chose auquel on essaie de nous confronter pour, voilà, on apprend certaines techniques relationnelles, mais l'apprentissage, il se fait vraiment sur le terrain. Et je pense on aura beau apprendre toutes les techniques, il y a qu'en vivant des situations qu'on, qu'on, qu'on sait enfin, comment y réagir. Et ça, je pense que même la meilleure des formations ne sera pas suffisante. Et je pense encore aujourd'hui, il y a des situations que je ne sais pas gérer, il y a des situations que je ne saurais sûrement jamais gérer. Et il y a des jours où j'y arriverai, d'autres j'y arriverai pas. Par contre, une chose qui manque, je trouve, à l'IFSI, c'est l'accompagnement psychologique des étudiants. Très très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je me suis posé une question parce qu'on entend pas mal de clichés sur les infirmières. Enfin, peut-être que c'est pas les clichés. En fait, je connais pas très très bien ce milieu, mais je me suis demandé si tu avais un truc à modifier dans le métier d'infirmière. Je me suis demandé ce que ça Mm. serait. Est-ce que ça serait l'image que les gens ont du métier d'infirmière? Est-ce que ça serait le rythme de travail, la reconnaissance des médecins? Est-ce que ce serait la rémunération? Tu vois, je sais. Qui serait à modifier Mm. Plein de choses, franchement plein de choses. Euh, plein de choses, c'est un très très beau métier, il n'y a pas à dire, enfin, on touche à tout, mais il y a de très très grosses lacunes entre, je trouve, enfin, c'est un même problème. Il y a, on a une place qui est vraiment centrale dans la prise en soin des patients, dans le sens où on est un peu l'intermédiaire de tout le monde, ce qui nous donne une responsabilité un peu implicite qui est énorme. Enfin, j'en parlais dans un des épisodes où en fait on est le maillon de la chaîne de tout le monde, ce qui fait qu'en fait si nous on n'est pas vigilant à certaines choses, on se retrouve à payer les pots cassés de l'erreur du médecin, du pharmacien, du machin, du truc. Et donc, je trouve que la reconnaissance et la valorisation du métier n'est pas reconnue à juste titre au vu des responsabilités implicites qui nous incombent, quoi. Donc, Mhm. c'est ça que je changerais, que ce soit dans l'image que les gens ont du métier ou dans la reconnaissance salariale ou professionnelle du métier. Ça, je trouve que c'est un gros point parce que enfin, je pense enfin, moi, je l'explique des fois aux gens qui m'entourent, qui ne comprennent pas. Je leur dis, mais si je me trompe dans un médicament, je peux tuer quelqu'un. Enfin, il faut mettre ça, il faut mettre ça à sa place. Si, par exemple, j'ai une insomnie, que je dors pas de la nuit et que je fais une erreur de dosage sur un médicament, je peux tuer un de mes patients. Enfin, c'est quand même énorme, quoi, comme responsabilité. Donc, voilà, je dirais ça. Pour changer, il fallait changer quelque chose. Bah, je rejoins ce point de vue justement parce que moi je trouve que vous faites un travail exceptionnel et vraiment considérable. Donc effectivement, ça manque à la fois de moyens et de reconnaissance dans tous les aspects du coup. Mhm. Et petite question, est-ce que tu conseillerais, je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais est-ce que tu conseillerais à tes enfants de faire ton métier ou est-ce que tu dirais fais pas ça, c'est trop d'investissement? Ah, moi, je dirais, enfin, si la personne a envie de le faire, qu'elle le fasse, parce que on oublie de dire aussi que on a le choix. Enfin, ok, on est infirmier, on travaille, mais enfin, si je veux, je claque la porte, je fais autre chose. Enfin, donc le métier est difficile, certes, c'est des conditions pas faciles, c'est certain. Il y a des tas de choses à revoir. Il y a, oui, enfin, c'est sûr, il y aurait plein de choses à faire. C'est pas un métier facile, c'est un métier où il y a certains sacrifices.
Mais je peux aussi décider d'avoir mes week-ends et bah, je vais travailler, je sais pas, en ambulatoire. Je peux décider, enfin, je sais pas, moi, il y a des sujets qui me tiennent à cœur dans ma pratique. Je peux décider de les mettre en avant dans mon exercice du soin, et bah, je le fais. Si dans mon service on me dit ah bah faut faire des nuits, j'ai pas envie, bah je change de service. Enfin, on a toujours un libre arbitre quoi. Donc Ouais, j'estime que oui, le métier est difficile, les conditions sont pas faciles, mais il y a tellement de façons de l'exercer, comme on avait dit au début, que finalement, bah, on peut aussi choisir sa façon de le pratiquer. ouais. Tout le monde peut trouver son compte dans cette profession, du coup. Je pense, ouais. Avant de parler de ta passion pour le podcast, je t'ai préparé un petit jeu. C'est Allez, le jeu qui s'appelle Tu préfères. Bah, forcément, tu connais ce jeu. Et c'est ah oui. adapté, c'est inventé, c'est au sujet des infirmières, du coup. On commence avec une Allez. simple. Tu préfères travailler le Mhm. matin ou le soir? Le matin. Le Ouais. matin. Je préfère travailler le matin, ouais. Et le rythme, C'est c'est quoi? C'est 12 heures? plus... Alors non, nous on n'est pas en 12 heures encore, mais ça se fait de plus en plus. Nous on est en 7h30, donc le matin on commence à 6h45 jusqu'à 14h15, et quand on est de soir on fait 13h30, 21h. Mhm. Et Ok. ouais, non, le matin c'est plus dynamique. Moi je suis plutôt quelqu'un du matin, donc ça me dérange pas de me lever, et puis c'est quand même très agréable de finir sa journée à 14h30. Moi je Ouais, préfère ouais. quand même. Alors là, il y a un cliché qui revient régulièrement sur les hommes qui Ouais. sont plus difficiles à soigner. Toi, tu préfères soigner des hommes ou des femmes? Et est-ce qu'il y a réellement une différence finalement? Je trouve, eh ben, je trouve pas qu'il y ait de différence, moi, hein. Ok, d'accord. Enfin, alors, si, il y a une différence dans le sens où, mais après, ouais, c'est personnalité dépendant toujours, mais il y a enfin, les hommes, faut plus aller chercher concernant tout ce qui est douleur, douleur qu'elle soit physique ou morale, faut plus aller creuser, quoi. Faut vraiment y Mhm. aller. Et des fois, je vois que enfin, des patients hommes vont pas bien. Je leur dis, vous pensez pas ce serait bien de voir une psychologue? Enfin, on marche plus sur des œufs, alors qu'une femme, j'y vais un peu moins à tâtons, quoi. Donc, la différence, Ouais, elle est plus dans ça. Mais sinon, les hommes ne se plaignent pas plus que les femmes, ou moins, ou... Non, ouais. ça, c'est faux. Ça, c'est Ouais. Tu Mais préfères non, les hommes soigner. sont plus durs au mal. Ok, très bien. Tu préfères soigner des enfants ou des personnes âgées? Moi, j'ai un peu de mal avec les enfants. Enfin, j'adore C'est les enfants, mais les enfants malades, c'est particulier, ouais. j'ai pas le relationnel avec eux. Ouais, voilà, c'est un vrai travail. En plus, il faut réussir à mettre les parents dans la boucle. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je sais pas trop comment me mettre dans cette dynamique-là, et je préfère les personnes âgées pour le coup. Ok, très bien. Ouais, Là, pour le coup, j'ai un peu la réponse. Tu préfères travailler à l'hôpital ou en libéral? à l'hôpital. À l'hôpital? À Et du coup, l'hôpital, ouais, je trouve ça plus sécurisant. ouais. Parce qu'en libéral, on est tout seul, quoi, mine de rien. Et moi, si j'ai une question, j'aime bien avoir quelqu'un à qui la poser. Et puis même, je trouve pour bah, le travail en équipe, moi j'aime bien. Et puis, on voit pas les mêmes choses à l'hôpital qu'à domicile. Donc moi, ça répond plus à mes envies de travailler à l'hôpital. Ok, très bien. Mm. Euh, tac tac. La question peut-être un petit peu plus compliquée. Je ne sais pas si tu vas réussir à répondre du tac au tac. Mhm. Travailler avec énormément d'empathie pour tes patients ou avec plus aucune Mm. empathie. Ah! C'est pas évident là, hein. Euh, ma réponse va peut-être surprendre, mais je dirais peut-être aucune. Ouais, non, mais je comprends, hein. Parce que pas, pas dans l'idée que, alors peut-être un peu aussi, parce que trop d'empathie c'est néfaste pour, mais je pense que c'est néfaste pour tout le monde aussi. Enfin, je vois mal un patient voir un infirmier.
Oh là là, monsieur, mais c'est dramatique, c'est hyper grave ce qui se passe, à pleurer sur son épaule. Je pense que c'est rendre service à personne. Et moi, ça arrive qu'avec certains patients, donc pas dire que j'ai aucune empathie, mais de leur rentrer un petit peu dedans, de leur parler comme s'ils n'étaient pas à l'hôpital, que c'était pas des patients, occulter tout à fait la maladie. Il y en a qui en ont besoin, il y en a à qui ça fait du bien, et je pense que on leur fait pas toujours du mal justement à ne pas être dans cette hyper compassion, hyper empathie, hyper. Moi, j'ai un kiné dans mon service qui est, alors c'est vraiment un personnage. Il est très grand, très bourru. Euh, Quand il faut se lever du lit, allez hop hop, et que ça saute. Tu vas au fauteuil tout de suite, j'ai pas que ça à faire. Et alors c'est un personnage, hein, bien sûr, hein, on s'entend, mais les patients sont tous hyper réceptifs. Parce qu'ils savent justement que, bah déjà, ils savent que Ils n'ont pas le choix, quoi. c'est un personnage. Ils savent que c'est un personnage. En même temps, ils ont peut-être aussi envie qu'on les bouge un petit peu et qu'on les considère comme, pas comme quelqu'un d'impotent. Et puis, bah, ça fait du bien d'être un peu bousculé parfois aussi. Je pense qu'il y a un équilibre et que oui, peut-être je dirais plus aucune empathie. Et j'avoue, celle-là était Mais pas. bien sûr, ne venez pas me chercher en message en me disant que je suis une méchante, hein. Mais je pense que ça fait du bien des fois de bousculer un peu et de pas être trop dans... Ouais, pas être trop enfin, enveloppant comme ça. Des fois, ça fait du bien d'être un peu... Et les Hmm. patients le disent, hein. Ils le disent. Donc, Ah ouais. J'aurais choisi pareil, je pense. J'aurais choisi pareil. Et j'en ai une dernière. Tu préfères, je suis un peu gêné de la poser, tu préfères travailler plus qu'avec des médecins qui méprisent complètement les infirmières ou plus mm. qu'avec des médecins qui ont un fantasme pour les infirmières? Oh, euh, je sais Celle-là, elle est technique aussi, Je hein. sais pas, parce que des fois, quand les médecins ils ont des fêtes pour les infirmières, on arrive à se faire prescrire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Moi, j'avoue, J'imagine, oui. il y a des médecins, quand je les appelle, je sais que je peux leur demander plein de choses. Je leur dis, tu penses pas que le médecin, enfin, le patient aurait besoin d'un petit peu plus d'antalgique, il aurait pas besoin d'un petit truc pour dormir. Donc, bon. Mais pour rendre le travail plus agréable, je pense limite être méprisée. Comme ça, je joue la sotte. Et j'ai tout approuvé. Ouais, j'imagine. Une fois, une infirmière en stage m'a dit ça. Elle me dit, oublie pas que, aux yeux de tout le monde, tu n'es qu'une petite infirmière. Et elle dit, moi, ce que j'adore faire, c'est que je joue la sotte auprès des médecins. Et quand j'ai raison, bah, du coup, ils disent, ah, bah, pour une fois qu'elle a raison. Et si j'ai tort, ils vont se dire, bon, bah, finalement, c'est une infirmière, donc c'est pas trop grave, quoi. Ah ouais, je vois, c'est un rapport Ouais. compliqué, ouais, du coup. Toi, ça va pour le service, c'est des rapports quand même sympas avec les médecins? Ça va. C'est pas... Ça dépend. Après, c'est comme Ça tout le va, monde, ouais. il y a des médecins, enfin des personnes avec qui ça passe un peu plus que d'autres, mais en règle générale, on est plutôt sur une équipe assez jeune et qui est disponible à ce que les paramédicaux auraient à suggérer. C'est nécessaire dans ce genre de spécialité, je pense. Voilà, c'est la fin du jeu. J'espère que ça t'a plu. Parfait. Bah ouais, j'aime bien et tu préfères. Mais c'était dur. Franchement, les deux dernières, C'est pas évident, ouais. c'est moche. On va aborder un petit peu ton compte, du coup, Parole de Blues. Comment Ouais. ça a commencé cette histoire, du coup? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. C'était pendant le Covid, c'est ça? C'est ça. Pendant la deuxième vague, donc pendant le Covid, quand j'étais soignante, en fait, mes journées elles se résumaient à me coucher, aller travailler, rentrer, manger, me coucher, aller travailler, rentrer, me coucher. Et en fait, je me disais, mais ça va, enfin, je vais pas tenir 30 ans comme ça. euh, et puis oui, une envie de faire sortir un petit peu ce qui se passait dans les hôpitaux parce qu'on avait vraiment cette vision. Enfin, moi, quand je disais que je travaillais à l'hôpital, j'ai l'impression, les gens avaient la sensation que j'allais dans le couloir de la mort, que j'allais à la morgue, sous faire des toilettes mortes. Enfin, vraiment, ils avaient quelque chose d'hyper glauque où en fait l'hôpital ne se résumait qu'à la maladie, la mort et le Covid.
Et j'ai dit, bah non, en fait, il y a des choses un peu sympas qui se passent quand même, enfin, dans tout ça, quoi. Enfin, il y a des choses très très belles qui se passent dans des derniers instants de vie. Il y a des rencontres qui sont hyper enrichissantes. Enfin, et moi, je me disais, mais vous vous rendez pas compte enfin, si on fait ce métier-là, c'est quand même qu'il y a des choses hyper belles encore. Enfin, et j'ai voulu les partager en, en écrivant en fait toutes ces phrases de patients qui m'ont un peu marquée. Et quand j'en discutais avec mes collègues de promo, enfin, on avait toutes ces patients. Moi, j'ai un patient, il m'a dit ça à mon stage, je m'en souviens encore. Et quand je discutais avec mes collègues au travail, elles aussi, elles avaient le souvenir d'une petite mamie en EHPAD qui leur avait dit ça. Et je me disais, mais c'est un véritable trésor, quoi. Ce serait génial qu'on ait un endroit, un peu comme un sanctuaire, où ils ont tous un petit peu leur petite place, où c'est un peu une petite histoire comme ça, où en fait on partagerait ces rencontres pour que bah, on puisse s'en souvenir, qu'on ait un endroit où les garder et qu'on puisse les partager aux autres, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne se doutent même pas de la beauté de la relation de soins qu'on peut avoir avec certaines personnes, quoi. Et donc Mhm. c'est venu comme ça et j'ai pris goût, j'ai commencé à écrire de plus en plus, à recevoir des témoignages de gens qui étaient eux aussi soignants. Des fois j'avais même des patients, des fois j'avais des familles. Je me suis dit mais c'est génial, enfin c'est trop bien d'avoir le regard d'autres personnes. Mes parents, du coup, ont commencé à suivre. Ils m'ont dit, ah, mais c'est vrai, t'as rencontré ça à l'hôpital, mais je savais pas que tu pouvais. Je dis, ben si. Enfin, C'est- ouais, c'est un condensé de tout ce qui peut se passer. Et je dis, on sous-estime tellement tout ce que. Enfin, on sous-estime l'impact de la rencontre dans ces moments tellement charnières d'une vie qui sont bah, la maladie, la mort, je sais pas, la guérison, la rémission, la rééducation, un accident. Enfin, Mhm. on touche tellement à quelque chose de fort et d'intime et à des émotions enfin, à la peur de mourir, quoi, que ça nous rapproche à quelque chose d'authentique et c'est ça aussi que je voulais partager sur Bah, cette c'est vrai. page. Moi qui suis peut-être pas la première cible de ton podcast, justement, ça me fait bien d'être Mm, confronté à un discours parce que c'est un truc dont j'ai pas l'habitude et dont je, j'avais même pas l'impression que vous aviez une telle conversation avec les patients et des tels mm, rapports, parfois des discussions de quelqu'un qui a plus vraiment de famille, qui a plus trop de visites et du coup vous êtes la seule personne à qui il mm, parle de. Donc c'est hyper intense et bah, du coup moi ça me fait du bien d'en apprendre plus sur la profession et de ce qui se passe réellement quand mm. on a un patient qui est tout seul à l'hôpital et voilà, c'est donc je recommande toutes les personnes qui écoutent ce podcast d'aller écouter ensuite Parole de blues du coup parce que c'est super intéressant. Donc ah oui et moi j'ai appris un truc donc là les auditeurs vont rigoler et c'est que la première fois que je t'ai écrit je t'ai pas appelé Emma, je t'ai appelé Laura parce que c'est pas toi du coup la voix de ton podcast si j'ai bien compris c'est ça hein. Non, c'est pas moi la voix du podcast. C'est Laura Boujna qui est comédienne, Ouais. qui fait la voix de Parole de blues. Alors ça, c'est un vrai parti pris. Dans le sens où en fait le podcast est raconté à la première personne. Donc c'est ça aussi qui est un peu déroutant. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas du tout offusquée, hein. Je comprends tout à fait la méprise. Et même mes proches qui ont écouté le podcast, ils m'ont dit mais c'est pas toi? Je dis non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, parce qu'en fait, donc j'ai écrit les textes sous le ton un peu de la confidence et parce qu'à la base c'était moi qui devais les lire. Et puis, on est allé au studio avec Anka et Marguerite, qui sont les fondatrices de MedCheck qui produisent Parole de blues. Et en fait, on sous-estime grandement le travail du podcast, mais c'est un vrai travail d'interprétation, de jeu. Enfin, le podcast, tu le sais aussi bien que moi, mais on a que l'oreille. Enfin, on n'a pas d'image, on a rien d'autre, quoi. Donc, il faut véhiculer beaucoup d'émotions, le ressenti, il faut créer une atmosphère rien qu'à travers la voix. Mm. Et je me suis retrouvée en grande difficulté à transparaître tout ça,
à travers mes textes, bien que ce soit moi qui les ai écrits. Non, mais trop marrant, en tout cas, cette anecdote sur Laura. Mais oui, Je m'en suis mais du souvenu coup, un c'est peu. elle la petite voix. J'ai envoyé un message en disant salut Laura, je me suis dit putain, un message pour démarcher les gens, génial. Oh bah, j'ai pas fait mieux après, donc bon. Tu raconte aux auditeurs ce que tu as fait d'ailleurs. Alors quand Anthony m'a proposé enfin, de venir sur le podcast, je lui ai dit que j'aimais bien son travail parce que j'avais adoré l'épisode sur je sais plus, les constats de décès à domicile. Il me fait c'est génial parce que c'est pas le mien, J'ai jamais fait ce podcast. c'est pas moi. Je dis ah bah dommage parce que c'était un très bon sujet. Et j'écoute tellement peu de podcasts en santé que je me suis dit mais enfin il était dans mon fil, c'est forcément celui d'Anthony vu que j'ai ajouté pour voir ce qu'il faisait. Bah pas du tout. Par contre celui sur la dopamine est intéressant et Ah, ça vraiment je l'ai écouté. C'est le tien. cool. Merci. Balle au centre. Ouais, c'est ça, 1-1. Et du coup, petite question de fin, est-ce que tu dirais que la création de podcasts aujourd'hui, ça représente une grosse partie de ton travail par rapport au métier d'infirmière ou ça reste quand même annexe et c'est pour ton loisir? Alors, non. Non, c'est vraiment... Après, je le fais pas à des fins financières ou pour justement... Enfin, il n'y a pas de but derrière ça, si ce n'est juste l'envie de partager sous un autre canal. Mm. Donc en fait, mon métier d'infirmière représente la majorité de mon temps. L'alimentation et la création de mon compte Instagram prend aussi beaucoup de temps, mais c'est loin d'être ma priorité. Moi, il y a des fois où même j'automatise mes posts pendant une semaine et comme ça, je m'en éloigne un petit peu, puis je reviens quand j'en ai vraiment envie, juste pour que les gens continuent d'avoir ce petit rendez-vous, parce que je sais que ça fait du bien à certaines personnes. Mais disons que c'est pas une priorité pour moi. J'ai vraiment envie de garder ça comme un moyen de m'exprimer, un moyen de, de, de prendre du recul sur mon travail et j'ai pas envie qu'il y ait un objectif de rendement derrière. Mm. Ça n'empêche pas de communiquer autour de mon podcast pour faire honneur à tout le travail qui a été fait derrière et je remercie encore les filles et toute l'équipe du studio de m'avoir permis de faire ça et de produire aujourd'hui un travail qui, selon moi, est très abouti et qui est très très beau. Mm. Mais non, je n'organise pas mes journées autour de la création de contenu. C'est quelque chose que je fais avec envie et si un jour ça ne me plaît plus ou si je n'en ressens plus le besoin, je n'aurai pas de mal à ne plus le faire. Ok. Voilà, il n'y a pas d'intérêt derrière si ce n'est mon unique envie. Oui, bah, je te rassure, c'est Voilà. pareil pour moi. Oui, mais enfin, ça se ressent, je pense, quand on fait les choses par envie plutôt Ouais, que dans l'idée de nourrir une communauté, d'avoir de l'influence, de machin, de trucs. Surtout sur des sujets comme la santé, où en fait, c'est délicat. ouais, Mm. ouais, 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 Ok. tout à fait. J'ai deux questions de fin que je pose à Mhm, tous mes invités. ouais. Ah non, trois questions déjà. Est-ce que tu as des projets plus grands pour ton podcast? Est-ce que tu aspires à écrire un livre un jour, une formation pour les infirmières? Qu'est-ce qui te Ah, fait de les formations, un coaching. faire? C'est ça. Alors, pas de formation, non. Un livre, j'en ai écrit un. Ah, Ouais, j'ai écrit un livre alors je l'ai écrit il y a quelques années, mais je l'ai publié il y a 2 ans. chouette. C'est un recueil de témoignages sur des patients que j'ai eus aux urgences psychiatriques pendant un de mes stages. Ok. Un de mes stages que j'ai préféré. Je pense que si on m'avait proposé un travail juste après, j'aurais signé de suite. C'était vraiment une expérience riche et enfin, c'était autant sur le plan humain que sur le plan médical. C'est une expérience qui m'a profondément marquée et j'avais très envie enfin, de laisser une trace en fait. Donc j'ai écrit en rentrant le soir Chouette. de mes journées. J'écrivais les entretiens, ce que ça a suscité chez moi, les prises de conscience que j'ai pu avoir en rencontrant telle personne.
Et j'ai tout gardé. Et un jour, une maison d'édition m'a contactée sur mon compte Instagram pour me demander d'écrire un livre en rapport avec mes publications de Paroles de Blues. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai déjà un écrit, est-ce que ça vous intéresse? Et ils m'ont dit, envoie, on regarde. Et ils m'ont dit, on l'a corrigé, c'est bon, on est chaud pour le publier. Donc j'ai publié déjà ça, donc c'est un très très bel aboutissement. Et après, concernant le podcast, la page, tout ça, etc., je sais pas, il y a plein de choses qui seraient kiffantes, quoi, d'intervenir auprès, je sais pas, des IFSI, justement. Euh, voilà, après, j'avoue que je m'y connais tellement peu j'aime pas dire ça, mais le milieu de l'influence des réseaux, d'Instagram, de tout ça, je sais même pas ce qu'il est possible de faire, en fait. Donc, je suis naïve de tout et je me laisse un peu porter en voyant ce qui m'est proposé, mais de moi-même, je ne saurais même pas trop où aller. Ok. Tellement je me laisse un peu porter au gré des propositions et de mes envies. Donc, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas d'idée très définie pour Parole de Bah, Blues. c'est Donc, plein de beaux projets. ça... Ouais. Mais il faut absolument que je me procure ton livre parce que je ne connaissais pas. Donc, tu vois, j'irai voir. J'irai voir. Mais je te l'envoie si tu veux. Avec, Tu m'enverras ton avec adresse. grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu crois qu'on pourrait organiser un jeu concours pour les abonnés? Allez, on peut faire Faire ça. ça? Ouais, on peut faire ça. Mais c'est trop cool et je pense que ça va carrément les intéresser parce que c'était une super interview. Hop, je vous arrête ici quelques secondes. Si vous voulez essayer de gagner le livre d'Emma, rendez-vous sur mon compte Instagram où il y a 2 exemplaires du livre Entre nos murs à gagner dans les commentaires de la publication. Merci beaucoup Emma pour ta générosité et merci aussi à ton éditeur Dashbook. Rendez-vous sur mon compte Instagram, toutes les règles du jeu concours sont en description du post. On reprend l'interview. J'ai une question que je pose à tous mes invités, c'est qui est-ce que tu voudrais que j'interviewe dans ce podcast? Comme ça, tu vois, je fais des liens entre les épisodes. Il faut que ce soit des soignants. Ouais, dans la santé, si possible. J'en ai plusieurs. J'aimerais dire Marie-Rose Gallès. Je ne sais pas si tu la Alors, je connais. connais pas. Elle a un podcast, elle aussi, qui s'appelle Endométriose, mon Ok. amour. C'est une patiente experte, en fait, qui, du coup, elle-même atteinte d'endométriose et qui milite pour faire reconnaître les droits, pour améliorer la reconnaissance des personnes qui souffrent de cette pathologie. Elle fait partie du comité scientifique, je crois. Enfin, elle est très, elle a une bonne place justement dans ce domaine-là. Elle s'est vraiment fait sa place là-dedans, dans ce combat-là, et elle, elle n'est pas du tout dans le milieu de la santé à la base. Je crois qu'elle est juriste ou elle travaille dans l'administratif. Enfin, elle n'a rien à voir et de par ses problèmes de santé, elle a dû justement prendre connaissance le milieu de la santé, les droits, Nice. les limites, les besoins. Et voilà, c'est une personne qui est très intéressante, qui est très joviale, qui est très agréable. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et ce serait cool si tu pouvais Ouais, l'interviewer parce que c'est un autre regard sur la santé. ouais, passionné. Et les Mais, patients experts prennent de plus en plus de place, ouais. hein, les patients Non, mais experts. carrément, j'aurais plein de questions à lui poser en plus que je peux pas poser directement aux professionnels de santé, donc ça ferait une super interview, je pense. Ouais. Carrément. Et bien, Marie-Rose Gallès, super endo girl, je crois, sur Instagram. Mais Marie-Rose Gallès, tu Ok, trouveras. bah j'irai C'est voir. certain. Et si tu avais une question à lui poser, si ce serait laquelle? N'importe quoi. À Je lui Marie-Rose? poserai si je l'invite du coup. Ah. Hmm. J'ai eu l'occasion de bien discuter avec elle, donc mais je lui dirais comment justement en tant que soignant on pourrait faire une place aux patients experts dans la prise en soin. Parce que c'est pas toujours facile en tant que soignant, que ce soit médicaux, paramédicaux, d'accepter, et je prends des pincettes quand je le dis, que les patients aient parfois meilleure connaissance que nous Bien sûr, ouais. sur ces sujets-là. Comment être là sans prendre trop de place. Enfin, comment trouver sa place, voilà, en tant que soignant dans une relation de soins avec un patient expert. Ouais.
Vous avez 4 heures. Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que je me suis risqué un jour à faire des vidéos sur la drépanocytose, etc. Et il y a des patients qui commentent ma vidéo en me corrigeant minute par Ah oui, minute. Donc, surtout que les patients drépanocytaires sont souvent très, très au point sur leur pathologie. pour le VIH, pour tout. Donc, du coup, j'arrête Ouais, ouais, comme ouais. ça. Ok, bah, je me poserai la question, écoute, si j'ai l'occasion d'enregistrer avec elle. Mais ça fera un super épisode, donc je la contacterai. Bon, parfait. Bah, j'ai hâte de l'écouter alors, parce que vraiment, je pense qu'il y a un beau potentiel Carrément. là. Une belle discussion, hein. Et d'ailleurs, on a eu une super discussion aujourd'hui, donc j'espère que ça t'a plu, parce que j'ai pu poser toutes mes questions. Ça m'a plu. J'ai Ouais, adoré. tant mieux, trop trop cool. Reste encore 30 Parfait. secondes en ligne, je dis au revoir aux auditeurs. Pas de souci. Les amis, mettez 5 étoiles au podcast si ça vous a plu. Évidemment, abonnez-vous au réseau de Parole de Blues, pardon. Et recommandez-moi des créateurs interviewés, je les contacterai avec grand plaisir. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation, à bientôt les amis.